Bien, bonjour Benoît. Écoute, dans un premier temps, je voulais te remercier d'accepter de participer à cette première édition d'un numéro spécial qui va être consacré aux ceintures noires et qui va, je l'espère, pouvoir permettre à chacun de rencontrer l'expérience de gens qui ont marqué à la fois l'histoire du judo et aussi tout le domaine sportif. Et la première des choses que je voudrais te demander, c'est comment toi, dans ta carrière de judoka, tu as pu à la fois franchir toutes les étapes que tu as franchies en tant que champion et après te reconvertir en tant qu'entraîneur d'exception, l'entraîneur que tout le monde a envie, que tous les pays ont envie. Alors ça, je le mets sur le compte du hasard de la vie, des rencontres avec les gens, déjà mes professeurs. Donc l'important, c'est d'avoir rencontré ces gens-là à un moment donné, qui m'ont donné déjà dans un premier temps la passion du judo, parce que sans passion de notre sport, avec les difficultés qu'on connaît au niveau de l'entraînement, au niveau de la persévérance, ça ne serait pas possible. Après, évidemment, c'est énormément de persévérance. Quand on est athlète, on se pose beaucoup de questions. Le résultat n'arrive pas forcément dans l'immédiat. Et puis, je dis toujours qu'il y a toujours une chance dans une carrière, qu'elle soit une grande carrière comme celle de nos grands champions ou une carrière comme j'ai eu. À un moment donné, on a une chance qui passe et il faut la saisir. Donc c'est ce qui m'a permis en 92 d'être champion d'Europe et puis d'avoir d'autres médailles après. Mais voilà, j'ai saisi ma chance à un moment donné en tant qu'athlète. Et c'est un petit peu la même chose en tant qu'entraîneur parce que quand on arrête le judo, finalement, auparavant, tout est facile dans la projection. On se dit toujours qu'on va trouver, on va évidemment se débrouiller après pour faire autre chose, mais quand on arrive au bout, on se pose quand même des questions. Le professorat de sport a été une chance pour moi, puisque j'ai passé le professorat en 1996, et puis derrière, on m'a demandé d'être entraîneur à la fédération de judo. Sans ça, je ne sais pas si ça aurait été le cas. Alors là, encore une fois, c'était une opportunité que j'ai saisie. Et puis, pensant rester dans le judo en tant qu'entraîneur quelques années, j'y étais encore depuis peu, jusqu'en 2012 finalement. Comment on passe de l'ancien champion à l'entraîneur? Est-ce qu'il est nécessaire de se remettre en question? Est-ce qu'il est nécessaire de chercher de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances? Parce que ce que l'on a vécu en tant qu'athlète, dans quelle mesure est-ce que c'est transposable lorsqu'on en devient entraîneur? Alors déjà, il y a plusieurs choses. J'ai l'habitude de faire souvent un parallèle a posteriori entre une carrière d'entraîneur et une carrière d'athlète. On en reparlera tout à l'heure. Mais effectivement, quand on finit sa carrière d'athlète, on a beaucoup d'idées à mettre en place et une certaine fraîcheur par rapport à des situations qu'on a connues en situation réelle, qui est la compétition évidemment. Après, on s'aperçoit que finalement, malgré cette fraîcheur et cette réalité du terrain, il manque quand même quelque chose et on fait des erreurs de préparation, au niveau des interventions. Et comme un athlète, évidemment, il est très important de se remettre en question et de prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Alors, au début, on pense connaître beaucoup de choses et puis finalement, au fur et à mesure, on s'aperçoit que ce n'est pas facile d'avoir des résultats. Pour ma part, j'ai mis du temps, il a fallu prendre des initiatives, il a fallu se battre avec tout l'environnement, il a fallu pousser les athlètes jusqu'à leur dernier retranchement pour avoir enfin une récompense à un moment donné. Mais il faut savoir que c'est très futile, il y a tout le travail qui est fait avant, met beaucoup de temps, c'est la partie visible de l'iceberg on va dire, mais il y a beaucoup de choses qui sont préparées en amont. Voilà, après, ces résultats ne sont pas comment dire, acquis d'avance. Et donc, c'est pour ça que quand on est entraîneur, et encore aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, il est important de se remettre en question et de me remettre en question parce que si on veut progresser, évoluer, comme les athlètes, il faut toujours aller essayer de chercher l'amélioration qui permet d'être meilleur soi-même et de faire progresser les autres. Dans quel domaine est-ce qu'il faut rechercher ces connaissances? Parce qu'il y a le champ technique, le champ de l'efficacité qui est celui de l'athlète. Hein, mais qu'est-ce qui manque à l'athlète pour devenir un bon entraîneur?
Alors, il faut savoir que la réussite n'est pas mathématique. C'est la sensibilité de l'entraîneur par rapport à l'athlète qui fait qu'à un moment donné, ça peut marcher. Mais ça peut ne jamais marcher aussi. La réussite ne se programme pas. Voilà. Par contre, il faut travailler avec ses convictions, il faut travailler avec sa sensibilité, et il faut travailler aussi avec la sensibilité de l'athlète. Là, on part d'un sport individuel, mais en même temps, nous sommes aussi un sport collectif. Donc tout autour, il y a une organisation à avoir par rapport à l'environnement qui est un environnement fédéral, l'environnement qui est un environnement de partenaires et un environnement qui est un environnement d'équipe de France. Donc on n'agit pas que sur un athlète, on agit sur un ensemble de choses. Et c'est cette sensibilité qui permet de faire en sorte qu'à un moment donné, on va dans un sens ou dans l'autre par rapport à l'aspect management. Si je reprends l'exemple des derniers Jeux, sur un athlète comme Teddy Riner, il était important que je ne sois pas le seul à intervenir, et c'était le cas d'ailleurs à un moment donné, et sur la fin j'avais autant un rôle de manager pour coordonner certaines choses qui étaient liées à la discipline et voire extradisciplinaires qu'un rôle d'entraîneur. Donc un entraîneur, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est sur le tapis à donner des ordres et regarder, essayer de faire progresser les choses, c'est quelqu'un, surtout lorsqu'il est entraîneur national, parce que le métier d'entraîneur national est différent de celui de professeur, il doit tenir compte de l'environnement dans lequel il évolue. Est-ce qu'il y a un modèle de la performance sportive? Alors, sur le papier, oui, sur le terrain, non. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on peut comparer les disciplines sont différentes. On a des disciplines qui fonctionnent de façon individuelle avec un environnement qui est un environnement privé. Je pense au tennis, je pense au golf, je pense à d'autres disciplines. Et puis nous avons, nous, un environnement qui est très affiché et qui est fédéral. Donc par rapport à ça, il est important d'en tenir compte, évidemment. Tout au long de ta carrière, à ce moment-là, d'entraîneur, est-ce que les modèles auxquels tu faisais référence de manière implicite ont évolué sous l'influence de la concurrence des autres pays, sous l'influence de l'évolution des règlements, ou est-ce qu'il y a une forme de permanence dans ta conception, disons, des schémas techniques, tactiques et de la façon dont on doit préparer un athlète? Alors, il faut essayer toujours d'avoir un temps d'avance par rapport à ce qui va se préparer. Je pense notamment au règlement d'arbitrage, aux règles d'arbitrage, pardon. Aujourd'hui, on a des nouvelles règles, mais ça a toujours évolué pendant les 14 ans durant lesquels j'étais entraîneur. Donc il fallait toujours aller à l'information et avoir un temps d'avance pour ça. Je pense à la saisie notamment, lorsque nous avons fait venir un groupe junior en 2001 à l'INSEP, et avec un groupe très jeune en 2004 dont faisaient partie Hugo Legrand et Teddy Riner et d'autres qui ont été médaillés mondiaux après en junior. Voilà, on s'est servi de certains schémas parce que le schéma de saisie avait changé, et on s'est servi de ça pour justement le travail à l'entraînement avant que ce fameux règlement sorte quelque part. Donc, alors ça c'est un exemple, on parle de la saisie et de l'arbitrage, mais ça peut être le cas aussi par rapport au schéma technique qu'on met en place. Mais de façon globale, quand on prend un athlète, je pense qu'il est important de repréciser les bases dans un premier temps, savoir qu'on travaille sur du long terme, c'est-à-dire sur une carrière. On ne prend pas un athlète en cadet ou en junior, surtout s'il est précoce en termes de résultats, vous voyez de qui je veux parler, en termes de saison. On parle, et je l'ai toujours appréhendé, en termes de carrière, parce qu'à un moment donné, il faut empiler les choses les unes après les autres. Pourquoi? Parce que si on veut le résultat immédiat, on peut travailler très rapidement et avoir des résultats dans l'immédiat, mais l'important est dans toutes les prises en compte au niveau national. Je pense qu'on pense aux Jeux Olympiques à l'arrivée, même si l'athlète, à un moment donné, au départ, a 15 ans. Donc, par rapport à ça, il est important que sur le plan technique, on retravaille les bases, on redonne des bonnes bases techniques. Pourquoi? Parce que dans le haut niveau, et à très haut niveau, sur les grandes finales, il est important que l'athlète se libère de la réflexion technique. À partir du moment où c'est automatisé, il est d'autant plus disponible pour d'autres choses. Donc ces automatismes font que
on augmente la disponibilité de l'athlète dans les grands événements parce qu'il a vraiment besoin de ça, il a besoin de la concentration et ce sont des choses qui sont déjà acquises et dont on n'a pas à faire référence sur ce moment-là bien précis. Voilà. Après, il y a aussi tout le côté prophylaxique. On parle de préparation technique, il y a le judo qui est très important, mais il y a aussi, quand on prend en compte la carrière, tout l'aspect de l'évolution de l'athlète par rapport aux différentes phases successives d'entraînement. Et on sait que l'entraînement, ça use à haut niveau, et on sait qu'il faut le préparer à ça. Je donne un exemple, un jeune qu'on prend 15 ans, on va lui donner des bases de renforcement musculaire pendant un certain temps, et puis après, on lui fera faire peut-être de la musculation. Mais au départ, si on ne pose pas les fondations, on va construire la maison sur des fondations fragiles, et puis au moment de performer sur l'objectif, on aura des blessures, on aura des problèmes. Donc tout ça doit être pris en compte très en amont et dès le plus jeune âge. Non, et c'est une question qui est essentielle par rapport à la raison de ta présence ici. Sur ces acquisitions techniques, tu viens de nous expliquer qu'il y avait une importance très très grande à donner à cette base technique, à ce socle sur lequel chaque athlète pourrait construire après une spécificité. Et à titre personnel, j'ai toujours été très impressionné par la qualité de Teddy Riner, par sa façon d'enrichir d'un championnat sur un autre son bagage technique. Et ça, je pense qu'on te le doit en grande partie. Et c'est donc la question que j'ai envie de te poser, comment fait-on pour développer de nouveaux apprentissages chez quelqu'un qui a un tel niveau d'expertise? L'apprentissage chez le débutant fait l'objet de nombreuses revues de littérature, on a beaucoup d'articles sur le sujet, mais au niveau de l'expert en judo, les choses sont beaucoup plus difficiles à mettre en évidence. Donc comment est-ce que tu as procédé avec Teddy ou avec d'autres pour justement déterminer les points techniques à enrichir et ensuite quelles sont les procédures que tu as employées pour arriver à ces objectifs? Alors déjà de façon globale, il y a 3 choses pour moi. La première, c'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que la prise en compte de départ est une prise en compte de carrière avec une évolution derrière. Donc à partir de là, comme on l'a dit, il y a toutes les bases à travailler et avoir le plus de précision possible sur le placement, la gestuelle, l'ouverture des équilibres, placement, c'est ce qu'on connaît le mieux sur le plan de l'apprentissage. Et après, il faut tenir compte aussi du profil de l'athlète. On sait qu'un lourd qui fait 2,03 m n'aura pas le même judo qu'un moins de 81 qui fait 1,73 m. Et que moins de 60... Ou à moins de 60 kg. Alors, par rapport à ça, il y a aussi des choses à préciser, c'est-à-dire que voilà, ce n'est pas parce que l'athlète est un lourd qu'il faut le faire travailler comme un lourd. Il ne faut pas faire de l'ordinaire avec de l'extraordinaire quelque part. Donc il est important dans ce schéma-là de tenir compte de l'athlète et du profit de l'athlète. Concernant Teddy Riner, évidemment, on sait que c'est un athlète qui est vif, qui travaille en déplacement et qui est un athlète à profil explosif. Donc ce sont des profils de léger finalement. Et par contre, on doit tenir compte de sa morphologie. Donc c'est pour ça que dès le départ, on a travaillé davantage sur des actions de jambes et de hanches, forcément, par rapport à sa taille et son gabarit. Voilà. Et après, le troisième aspect des choses, c'est l'aspect évolutif. Donc je prends toujours l'exemple du bâtiment, avec le socle de départ qui sont les bases de travail. Après, on monte les murs et à un moment donné, on met le toit et puis la frise à la fin. Mais la frise ne tient que si les murs sont solides quelque part. Et par rapport à cette évolution-là, concernant un athlète comme Teddy, alors pourquoi je parle de Teddy? Parce que c'est quelqu'un qui était dans le viseur de toutes les nations, qui a toujours été dans le viseur depuis maintenant 6-7 ans, des autres nations et des concurrents. Donc l'évolution tient compte de ces bases de judo. Comment dire, il est important qu'il sache travailler dans plusieurs directions pour créer des confusions.
sinon il est trop tendu. Et il est important en même temps que sur chaque championnat ou sur chaque objectif, tous les ans ou tous les 2 ans, et même tous les 4 ans, il ait une nouvelle technique pour créer la surprise. Donc il y a une évolution qui se fait par rapport à l'athlète, par rapport à son judo, et il y a aussi une évolution et des changements, enfin pas des changements, une progression qui se fait par rapport à l'apport de nouvelles techniques, justement pour surprendre l'adversaire. Et tout ce mélange-là fait qu'à un moment donné, il est capable d'aller dans une direction ou une autre au niveau des attaques, à droite, à gauche, devant ou derrière. Comment se passe le choix de cette nouvelle technique? C'est lui, c'est toi, c'est tous les deux? Il faut savoir que le meilleur entraîneur, c'est l'athlète. Donc la sensibilité de l'athlète est importante et les entraîneurs doivent en tenir compte. Il faut savoir aussi que je n'ai pas travaillé seul avec lui. Mes collègues entraîneurs ont beaucoup œuvré aussi, ont amené leur apport là-dessus, le club aussi. Et tous ensemble, on a fait en sorte que Teddy se trouve bien dans son judo. Mais c'est avant tout lui qui fait les choix, avec des conseils de part et d'autre, évidemment, par rapport à son judo. Mais si l'athlète applique des choses qui ne sont pas du tout de sa saveur, quelque part, c'est pas forcément bon. Alors comment on procède? Imaginons qu'on détermine une technique entre guillemets complémentaire. Comment on procède? Avec quel genre d'exercice, quel genre de situation d'apprentissage? Concrètement, comment ça se passe? Alors c'est très simple, il faut essayer de fonctionner simplement. J'ai toujours l'exemple en tête, à l'époque, en 2006, où on a fait 3 médailles d'or au championnat du monde de junior à Saint-Domingue, on a fait 5 médailles sur 7. On est parti de choses qui sont très simples, en essayant d'éliminer au maximum, comment dire, les parasites au niveau du judo et les faiblesses de chacun.